Elle m'a ignoré pour lui pendant un café avec des collègues, mais quand je suis parti, elle a réalisé qui elle était en train de perdre. Au moment où je me suis levé, son rire s'est arrêté en plein milieu d'une respiration. Étienne venait de faire une autre blague, quelque chose à propos des maris de bureau, et tout le monde à la table a explosé de rire. Tout le monde sauf moi. J'étais déjà en train de reculer ma chaise, en faisant attention de ne pas renverser la tasse en céramique de cappuccino intacte devant moi. Je me souviens avoir pensé à quel point mes mains étaient stables, compte tenu de la façon dont tout le reste à l'intérieur de moi semblait sur le point de s'effondrer. Elle n'a rien remarqué au début, trop occupée à rejeter ses cheveux en arrière, trop occupée à ajuster son blazer d'une manière qui criait « Regardez-moi, mais ne dites pas que vous le faites ». Et lui, il s'est penché vers elle comme s'il l'avait mérité, comme s'il avait gagné à un jeu auquel je ne savais même pas que nous jouions. 3 personnes se sont retournées pour regarder quand je suis passé. L'une d'entre elles, une gestionnaire de compte junior nommée Camille, a ouvert la bouche comme si elle allait dire quelque chose, mais l'a refermée. Je ne me suis pas retourné. Pas avant d'avoir atteint la porte du café. C'est à ce moment-là que j'ai entendu le silence. Il était tombé sur le groupe comme un interrupteur que l'on bascule. Le son d'une douzaine d'agitateurs tintant contre les tasses en céramique avait disparu. Et dans ce silence, je pouvais entendre un seul mot, sa voix hésitante, « Léo ?» Je n'ai pas répondu. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer doucement derrière moi. Il ne pleuvait pas, mais le ciel avait l'air de vouloir pleurer à ma place. Cette réunion autour d'un café avait été son idée. Rassemblons davantage l'équipe, avait-elle dit il y a 3 semaines. Un peu de caféine et de connexion. Je me suis présenté à chaque fois, je me suis assis à côté d'elle, j'ai souri quand elle souriait, j'ai même ri quand je ne comprenais pas la blague. Mais aujourd'hui, je n'étais qu'un fantôme dans sa vision périphérique. Et ce n'était pas seulement son langage corporel. C'était la façon dont elle versait du sucre dans la tasse d'Étienne sans le lui demander. La façon dont il se penchait vers son murmure comme si c'était déjà une routine. La façon dont sa main restait sur son avant-bras pendant 4 secondes entières pendant qu'elle racontait une histoire sur notre chien mais utilisait son nom à lui comme si elle avait oublié le mien. Elle ne s'est pas contentée de m'ignorer. Elle m'a effacé. Et cela a fonctionné, parce que personne n'a demandé où j'étais allé. Personne ne m'a suivi. J'ai marché 4 pâtés de maison sans savoir où j'allais, devant un fleuriste, devant une librairie fermée qui avait encore des couvertures décolorées par le soleil dans la vitrine. Je ne me suis arrêté de marcher que lorsque mon téléphone a vibré. Expéditeur inconnu. Tu n'es pas fou. Elle ment depuis un moment. Vérifie le calendrier partagé. Les vendredis soirs. J'ai fixé le message, puis l'expéditeur. Pas de nom de contact, pas de photo, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Le calendrier partagé. Je l'ai ouvert. Mes mains n'étaient soudainement plus aussi stables. Les vendredis soirs étaient bloqués chaque semaine. Étiqueté et débriefing client, ne pas déranger. Je ne l'avais jamais remis en question. Je réchauffais juste des restes et regardais des rediffusions pendant qu'elle travaillait tard. Mais le calendrier avait des pièces jointes, cachées au début jusqu'à ce que je fasse défiler suffisamment vers le bas, des reçus, une confirmation d'hôtel, une réservation de dîner pour 2, tous avec des horodatage qui correspondaient parfaitement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Il n'était pas seulement question de café. Il n'était pas question du fait qu'Étienne la fasse rire. C'était le début de la partie où tout ce que je croyais de mon mariage allait commencer à se détacher silencieusement, brutalement et en public. Je ne me souviens pas d'être rentré à pied. Vraiment pas. 1 minute, j'étais debout devant le grain matinal, à fixer ce message, et la minute suivante, j'étais à l'intérieur de notre appartement. La porte à moitié fermée derrière moi, mes chaussures toujours aux pieds. Je me tenais là dans le couloir comme si j'avais oublié comment fonctionnait la vie dans ma propre maison. Tout avait l'air exactement pareil. Son manteau sur le crochet, nos clés dans la coupelle, la bougie sur la table qu'elle allume toujours mais ne termine jamais. Mais soudain, tout cela m'a semblé loué. Comme si rien à l'intérieur de ces murs ne m'appartenait plus. Pas même l'air. Je me suis assis sur le canapé et j'ai rouvert le calendrier partagé. Je ne le voulais pas. Je ne voulais pas continuer à creuser, mais vous connaissez cette partie malade de votre cerveau qui a besoin de tout savoir, même si cela va vous briser. Cette partie a gagné. Les horodatage correspondaient trop parfaitement.
Des réservations de dîner dans un endroit que je ne pourrais pas m'offrir même si je sautais 2 mois de loyer. Un rendez-vous pour un massage avec 2 noms sur le reçu. Une dégustation de vin. Des enregistrements à l'hôtel, consignés via le portail de voyage de son entreprise sous la rubrique Relations clients. Bien sûr. Tout était là. La totalité. Reposant tranquillement dans le calendrier que je l'avais aidé à coder par couleur il y a 3 ans. Je ne savais même pas qui était l'expéditeur. Le message avait disparu au moment où j'ai essayé de répondre. Supprimé. Pas d'historique, juste l'écho de ce qu'il m'avait montré. J'ai essayé de me calmer, en répétant de petites choses inutiles comme « il doit y avoir une explication ». Ou « peut-être que c'est juste le travail ». Mais ce genre de déni ne fonctionne que si vous n'avez pas déjà vu les preuves étalées comme une carte routière menant à votre propre humiliation. Il était presque midi quand elle m'a envoyé un message. Léo, ça va? C'était bizarre ce matin. Pouvons-nous parler ce soir? C'était tout. Aucune excuse, aucune inquiétude, juste une curiosité détachée. Comme si j'avais renversé un verre au brunch, et non pas quitté silencieusement la vie que nous étions censés avoir construite ensemble. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran pendant près de 20 minutes avant que je ne jette finalement mon téléphone à travers la pièce. Il a atterri sur le tapis et ne s'est même pas fissuré. Bien sûr que non. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'avais pas vérifié ma messagerie personnelle depuis des semaines. Je l'utilise principalement pour les bons de réduction et les connexions au logiciel. Mais lorsque je me suis connecté, 2 nouveaux messages ont immédiatement attiré mon attention. Tous 2 provenant d'adresses que je ne reconnaissais pas. Tous 2 avec des objets qui m'ont retourné l'estomac. Le premier, j'ai pensé que tu devrais voir ce qu'elle a fait. Désolé. Le deuxième, je n'essaie pas de te blesser, je suis juste fatigué des mensonges. Mon cœur a battu la chamade comme s'il voulait m'abandonner. J'ai cliqué sur le premier courriel. À l'intérieur, il y avait des photos. Elle, dans ce même blazer bordeaux qu'elle portait vendredi dernier, debout devant l'hôtel de l'Opéra avec Étienne. Riant, s'étreignant, s'embrassant. Sa main à lui dans le creux de son dos, ses doigts à elle dans ses cheveux. Aucune honte, aucune hésitation. Il fut un temps où la vue de son sourire illuminait toute ma journée. Maintenant, c'était comme si quelqu'un avait mis le feu à mes entrailles et s'en était allé en sifflant. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je ne pouvais pas en supporter davantage. Mais alors que j'étais assis là sur le bord de notre canapé beige, avec une barre de céréales à moitié mangée trônant toujours sur la table basse, j'ai réalisé quelque chose d'écœurant. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. Le calendrier n'était pas verrouillé. L'hôtel n'était pas en dehors de la ville. Les messages étaient à découvert. Elle n'avait pas essayé de brouiller les pistes parce qu'elle ne pensait pas que j'avais assez d'importance pour vérifier. Je n'étais pas une menace. J'étais un bruit de fond. Cela m'a brisé plus que tout le reste. Parce que j'avais toujours pensé que si quelqu'un trichait, au moins il se sentirait assez coupable pour être prudent. Que cela signifiait peut-être qu'il avait encore une certaine peur de vous blesser. Mais ça, c'était quelque chose de pire. C'était une invisibilité émotionnelle totale. Je pense que je suis resté assis là pendant des heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste continué à me poser la même question encore et encore, depuis combien de temps est-elle partie, même pendant qu'elle était ici? Je ne sais pas encore quoi faire. Ce soir, elle va rentrer à la maison. Elle va probablement faire semblant que tout va bien. Elle aura peut-être même envie de faire des câlins. Peut-être qu'elle réchauffera les restes de nourriture thaïlandaise et agira comme si nous étions toujours dans un mariage de série télévisée. Mais quelque chose a changé en moi maintenant. Pas de la colère, pas un désir de vengeance, quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus lourd. Et demain matin, je sais déjà ce que je vais faire. Elle a franchi la porte comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas quitté ce café dans un silence total, comme si sa main ne s'était pas posée sur le bras d'un autre homme pendant qu'elle racontait l'histoire de notre chien comme si cela appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Elle est entrée en fredonnant réellement un petit air entraînant qu'elle avait probablement entendu pendant le trajet du retour en voiture, ses talons claquant sur le sol, jetant son sac sur l'îlot de la cuisine comme si elle était toujours la star de son propre film.
Je n'ai pas parlé tout de suite. Je suis resté assis dans le fauteuil près de la fenêtre, tourné à moitié vers la porte, faisant semblant de faire défiler l'écran de mon téléphone. Mon cœur battait la chamade, non pas de rage, mais de la pression de retenir tout ce que je savais maintenant, les courriels, le calendrier, la photo d'elle effleurant la joue d'Étienne de ses lèvres comme si c'était un vendredi soir parfaitement normal. Je l'ai regardé ouvrir le réfrigérateur, verser un verre de lait d'amande comme elle le faisait toujours pieds nus maintenant, probablement pour éviter les ampoules qu'elle avait à cause de ses chaussures de créateur qu'elle jurait d'arrêter de porter. Tout était ordinaire, effroyablement ordinaire. Puis elle s'est tournée vers moi et a souri. Et, a-t-elle dit d'un ton désinvolte, sirotant son lait comme si nous étions un couple en pleine santé. Tu es parti de très mauvaise humeur ce matin. Tout va bien? Ça y était. La question. Son ton n'était pas inquiet, ni même doux. Il était curieux, comme si elle posait une question sur un bourrage papier à l'imprimante du bureau. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Elle n'était pas confuse. Elle ne s'en souciait tout simplement pas assez pour avoir peur. Elle ne croyait sincèrement pas que j'avais la capacité de riposter. Elle pensait qu'elle tenait toujours la télécommande. Je me suis levé lentement, je suis passé devant elle et j'ai ouvert le lave-vaisselle juste pour me donner quelque chose à faire. Mes mains avaient besoin d'un but. Ma voix était trop sèche pour répondre, mais j'ai réussi à demander « Que fais-tu généralement les vendredis soirs ?» Elle a cligné des yeux, a penché la tête comme un chat confus. Quoi? Les vendredis? J'ai dit, en me tournant pour la regarder directement pour la première fois, tu les bloques sur le calendrier. Débriefing client chaque semaine. Simple curiosité. En quoi cela consiste-t-il généralement? Elle a déplacé son poids sur un pied. La première lueur de quelque chose a traversé ses yeux. Pas de la culpabilité, pas de la peur, juste du calcul. Pourquoi? J'ai haussé les épaules. J'ai reçu un message anonyme aujourd'hui. Il disait que je devrais vérifier le calendrier. Elle a posé son verre avec précaution. Avec trop de précaution. Sérieusement? Tu espionnes mon calendrier maintenant? Non, ai-je dit, plus doucement cette fois. J'ai juste regardé. Tout était déjà là. Le silence entre nous s'est étiré comme la corde tendue d'un arc. Je pouvais le sentir vibrer dans ma poitrine. Et juste au moment où je pensais qu'elle allait craquer, qu'elle allait admettre quelque chose, n'importe quoi, elle m'a offert la performance de sa vie. Tu sais quoi, Léo, je n'arrive pas à y croire. Je travaille comme une forcenée pour essayer d'aider à maintenir la cohésion de notre équipe, et tu penses que je fais des choses dans ton dos parce que j'ai bu un verre de vin avec un collègue? Elle a ri, d'un rire court et sec. Irréel. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste laissée se défaire toute seule. Elle a fait les 100 pas dans la cuisine comme un avocat lors des plaidoiries finales, les bras gesticulants, la voix s'élevant. Elle a lancé des phrases comme « Tu ne m'as jamais fait confiance et tu interprètes toujours mal les choses », comme si je n'avais pas vu les photos de mes propres yeux. Comme si l'odeur de l'eau de Cologne d'Étienne ne l'avait pratiquement pas suivie dans l'appartement. Quand elle a finalement cessé de bouger, elle s'est tournée vers moi et a croisé les bras. « As-tu fini de m'accuser, ou allons-nous continuer à faire semblant que tu es la victime dans ce mariage ?» C'était tout. J'ai marché jusqu'au tiroir de la cuisine, j'en ai sorti une petite enveloppe matelassée et je l'ai posée sur le comptoir devant elle. Elle l'a regardée comme si c'était une bombe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Elle ne l'a pas fait, pas tout de suite, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle devait toujours savoir. Elle l'a ouverte lentement et en a glissé le contenu à l'extérieur. Des photos imprimées, l'hôtel, le dîner, le baiser. Une capture d'écran du calendrier. Un reçu avec le nom d'Étienne à côté du sien. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je n'ai pas imprimé les pires, ai-je dit calmement. Je n'en voyais pas l'intérêt. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a fait un léger pas en arrière, comme si le comptoir était devenu trop chaud pour s'y appuyer. Qui t'a donné ça? Quelqu'un qui est fatigué des mensonges, ai-je dit. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de ton équipe ou quelqu'un sur qui tu as marché en route vers la promotion que tu pensais obtenir avec cette liaison. Elle a ouvert la bouche à nouveau, l'a fermée, l'a ouverte. Ce n'est pas ce que cela semble être. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années. J'ai ri, mais ce n'était pas joyeux.
C'était sec, amer et rauque. Ce n'est jamais le cas, n'est-ce pas? Jamais ce que cela semble être. Nous sommes restés là, tous les deux, à quelques centimètres l'un de l'autre mais sur des planètes différentes. Elle fixait la preuve de sa propre perte. Et je commençais enfin à la voir sans le filtre des souvenirs, des anciennes promesses, de l'espoir. Tu n'as même jamais remarqué que je te regardais ce matin, ai-je dit. Tu as touché son bras et tu as raconté mes histoires. Nos histoires. Et quand je me suis levé, tu n'as même pas cligné des yeux jusqu'à ce que je sois à moitié sorti par la porte. C'est cette partie qui m'a brisé, Chloé. Pas la tromperie. L'effacement. Elle avait l'air de vouloir parler à nouveau, de vouloir inventer une histoire de dernière minute. Mais ensuite, elle ne l'a pas fait, parce qu'elle a finalement vu que je ne bluffais pas. Je dormirai sur le canapé ce soir, ai-je dit. Et demain, tu pourras commencer à chercher où tu vas vivre. Elle a hoché la tête, à peine. Sa lèvre a tremblé, mais elle n'a pas pleuré. Je suppose que même ses larmes avaient un meilleur endroit où aller. Elle n'a pas quitté la cuisine tout de suite. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le bord du lit, sans même prendre la peine d'allumer les lumières. Je pouvais l'entendre à travers les murs fins de l'appartement, le tapotement faible et frénétique de l'écran de son téléphone, le cliquetis de la porte du réfrigérateur, le bruissement de ses allées et venues. Elle s'effondrait, mais elle le faisait silencieusement, comme si elle pensait pouvoir encore limiter les dégâts si seulement elle disait la bonne chose ensuite. Et honnêtement, une partie de moi s'attendait à ce que la porte s'ouvre et qu'elle entre, s'assoie à côté de moi et essaie de commencer le processus de guérison. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que c'est ainsi que ces choses se passent généralement dans les histoires que nous nous racontons. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai entendu le doux grincement des coussins du canapé alors qu'elle s'asseyait dans le salon, juste assez loin pour éviter la confrontation mais assez près pour prétendre que la proximité signifiait encore quelque chose. Puis le silence s'est installé. Le genre de silence que vous n'obtenez qu'après l'explosion d'une bombe de vérité et que toute la fausse intimité a été vaporisée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une seule minute. Je suis resté là, les yeux ouverts dans le noir, à fixer le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de moi comme s'il allait soudainement tomber et mettre fin définitivement à ce suspense gênant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, plus tôt qu'elle, plus tôt que d'habitude. Je ne voulais pas être dans l'appartement quand elle se réveillerait. Je ne voulais pas l'entendre simuler un bâillement et faire semblant que nous jouions encore à la famille. Alors, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine, court et froid, ne me parle pas avant d'avoir trouvé sur quelle partie de cette histoire tu es enfin prête à dire la vérité. J'ai marché jusqu'au parc que nous avions l'habitude de visiter lorsque nous avons emménagé ici. À l'époque, c'était là que nous allions pour nous éloigner des écrans, nous asseoir sur un banc, siroter un café, regarder les gens passer et rêver à voix haute. C'est incroyable de voir combien de ces rêves étaient les miens uniquement. J'ai réalisé combien de plans n'étaient envisagés que pour me garder docile, silencieux, plein d'espoir. Je me suis assis sur le même banc où je lui avais dit un jour que j'étais prêt à essayer d'avoir des enfants. Elle avait pleuré ce jour-là, en disant que je ferais un super papa. Nous n'avons même jamais commencé à essayer. Elle a dit que le moment était mal choisi. En y repensant, je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas que je m'implique si profondément dans son avenir. Vers 9 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, c'était elle. Je l'ai ignoré. Puis à nouveau. Puis un message texte. Pouvons-nous parler s'il te plaît? Donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je n'ai pas répondu. Puis un autre. Ce n'est pas ce que tu penses, Léo. Je sais de quoi ça a l'air, mais ce n'était pas censé signifier quoi que ce soit. S'il te plaît. Pourtant, je n'ai rien dit. Mon silence, pour une fois, était plus bruyant que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un deuxième numéro m'a envoyé un message. Cette fois, ce n'était pas anonyme. C'était Étienne. Étienne. Je ne savais pas qu'elle était mariée quand nous avons commencé. Elle m'a dit que vous étiez séparés. Je n'avais aucune idée de qui tu étais jusqu'à hier. Je suis désolé. J'ai fixé l'écran, stupéfait. Cette seule phrase a frappé plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Elle lui avait dit que nous étions séparés. Pas seulement en difficulté, mais complètement séparés.
Cela signifiait qu'elle avait fait des pieds et des mains pour préécrire l'histoire. Elle s'était posée en victime, libre, sans attache, disponible. Mon existence, mon alliance, mon histoire, mon âme avaient été effacées du récit par elle. Je ne lui ai pas répondu non plus. Je suis rentré chez moi vers midi. Quand j'ai ouvert la porte, elle était assise à la table de la salle à manger, entièrement habillée comme si elle allait à l'église, coiffée, maquillée, le visage tendu et fatigué. Ses mains étaient croisées devant elle, et à côté d'elle reposaient les photos imprimées que j'avais laissées dans l'enveloppe. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite. « Je n'ai pas dormi », a-t-elle dit, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas encore trouvé quoi dire. J'ai laissé tomber mes clés dans la coupelle près de la porte et je n'ai rien dit. Je ne voulais pas lui faciliter la tâche. Mais je ne lui ai pas dit que nous étions séparés pour être cruels, a-t-elle ajouté rapidement. J'ai juste. Je ne voulais pas tout expliquer. Je me sentais coincé, comme si le fait de dire que j'étais marié allait me faire me sentir à nouveau piégé. Je me suis tourné vers elle lentement. Alors, laisse-moi résumer. Tu te sentais piégé dans un mariage où tu étais libre de mentir, de tromper, de réécrire la vérité, et ensuite de rentrer à la maison retrouver un homme qui croyait encore en toi. Ses lèvres ont tremblé. Mais je n'avais pas fini. Tu ne te sentais pas piégé, Chloé. Tu t'ennuyais. Et au lieu de me parler, au lieu d'essayer de réparer quoi que ce soit, tu es sorti et tu as construit une version totalement différente de toi-même. Une version où je n'existais pas. Elle a détourné le regard à ce moment-là, comme une enfant qu'on réprimande. Seulement, il n'y avait pas de parents pour venir la ramasser cette fois. Je vais préparer quelques affaires, a-t-elle chuchoté après une longue pause. Rester avec une amie. Te donner de l'espace. Tu veux dire Étienne, ai-je demandé sèchement, et ses yeux se sont écarquillés comme si je l'avais giflé. Non, a-t-elle dit rapidement. Mon Dieu, non. Ça. C'est fini. J'ai laissé les mots flotter en l'air pendant un moment, puis j'ai hoché la tête lentement. Ce n'est pas d'espace dont j'ai besoin, Chloé. C'est de clarté. Tu ne peux pas reconstruire quelque chose si tu ne reconnais même pas les débris. Elle a essuyé sa joue. Es-tu en train de dire que tu es ouvert à la reconstruction? Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas. Je n'étais pas sûr de vouloir reconstruire ou si je voulais simplement tout brûler et m'éloigner avec les cendres dans ma poche. Mais je savais une chose avec certitude. Elle n'avait pas encore touché le fond. Pas vraiment. Et une partie de moi, la partie qui lui avait autrefois fait confiance de tout mon cœur, avait besoin de voir ce qui se passait quand les mensonges s'épuisaient et que tout ce qui restait était la vérité qu'elle ne pouvait plus contrôler. Elle n'a pas fait ses bagages ce jour-là. Elle a dit qu'elle le ferait, a dit qu'elle avait besoin de prendre quelques affaires essentielles et de partir. Mais au lieu de cela, elle s'est attardée dans l'appartement comme quelqu'un qui repousse une condamnation à mort, attendant un appel de dernière minute du gouverneur. Elle est passée de pièce en pièce, sans rien faire de précis, touchant les cadres photos, ajustant les coussins sur le canapé, ouvrant les tiroirs et les refermant à nouveau. Elle ne cherchait pas de vêtements. Elle cherchait un moyen de pression, quelque chose qu'elle pourrait encore utiliser pour me lier émotionnellement à elle, comme un fil sur lequel elle pourrait tirer quand le dénouement deviendrait trop réel. Je suis resté silencieux la majeure partie de la journée, délibérément. J'avais besoin qu'elle ressente le poids de sa propre voix, de son propre silence, de sa propre incertitude. Je ne lui devais plus de réconfort. Je me devais quelque chose à moi-même, pour une fois. C'était nouveau pour moi. Difficile mais nécessaire. Vers 18h, elle a finalement sorti son sac de voyage du placard. Elle y a jeté quelques tenues, des articles de toilette, un livre qu'elle faisait semblant de lire. Elle a tout fermé et s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la chambre, ne me regardant pas directement mais attendant, comme si elle voulait un signal, une permission de quitter la scène. Quand je ne la lui ai pas donnée, elle est sortie sans un autre mot. J'ai regardé la porte se fermer derrière elle. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai senti l'appartement respirer. Pas une respiration paisible, plutôt comme l'inspiration aiguë après un long silence étouffant. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai réalisé à quel point tout était devenu silencieux. Pas de bruit de pas dans le couloir, pas de placard de cuisine qu'on claque, pas de faux fredonnement pour combler la gêne entre nous. Cela aurait dû sembler libérateur, mais tout ce que j'ai ressenti,
c'est de l'engourdissement. Je suis resté éveillé tard cette nuit-là, faisant défiler chaque trace de sa vie numérique. Pas par obsession, par nécessité. J'avais des questions, et j'étais fatigué d'attendre des réponses filtrées. Ces anciens courriels étaient toujours accessibles via le portail de travail partagé, bien qu'elle l'ait probablement oublié. C'est là que j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il ne s'agissait pas d'Étienne. Il s'agissait de quelqu'un d'autre. Le nom de Bastien est apparu dans quelques messages, des plus anciens de l'année dernière. Il n'y avait pas de flirt, pas en surface, juste une étrange familiarité. Des réunions en dehors du travail, des blagues d'initiés. Un message disait « Je n'arrive pas à croire que tu te sois souvenu de ce vin que j'aimais. Tu fais vraiment attention. » J'ai cliqué davantage. Un talon de billets de concert dans sa boîte de réception datant d'un week-end où elle prétendait rendre visite à sa sœur. Une photo enfouie dans un vieux fil de discussion, granuleuse mais indéniable, sa main posée sur la jambe d'un homme dans la cabine d'un bar, un bracelet à son poignet que je n'avais jamais vu auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Étienne n'était pas le début. Il n'était même pas le milieu. Il était juste le premier assez stupide pour se faire prendre en photo. La trahison avait des couches, et j'avais vécu sous toutes ces couches comme un homme dans une maison sans toit, se demandant pourquoi il continuait à se réveiller trempé. Je voulais crier. Je voulais casser quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là, relisant chaque fil de discussion comme si je lisais la nécrologie de la version de ma vie à laquelle je croyais. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un message, « Chloé. Je suis chez Claire. Je ne veux pas que les choses se terminent comme ça. Pouvons-nous parler plus tard ?» Je n'ai pas répondu. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis plus d'un an, mon cousin, Théo. C'était le genre de type qui ne posait pas trop de questions à moins d'y être obligé. Il a décroché à la 3e sonnerie. Et quand je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui un moment, il n'a même pas hésité. Apporte un sac. Pas besoin de t'expliquer à moins que tu ne le veuilles. C'était bien là le problème. Je ne voulais pas m'expliquer. Pas encore. Je voulais juste être dans un endroit où personne n'avait jamais prononcé mon nom comme s'il s'agissait d'un inconvénient, où les murs n'avaient pas absorbé chaque dispute. Où l'odeur de l'eau de Cologne d'Étienne ne s'accrochait pas encore au coussin qu'elle avait ramené de cette jolie boutique au printemps dernier. Je lui ai laissé un autre mot. Celui-ci était plus court, tu m'as quitté il y a longtemps. Je ne fais que rattraper mon retard. J'ai attrapé un sac de voyage, j'ai pris peu de choses et je suis sorti. En passant devant la cuisine, j'ai regardé la table une dernière fois. Là, à moitié caché sous un magazine, il y avait quelque chose qui n'avait pas sa place. Une enveloppe qui lui était adressée, pas à moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai ouverte. Peut-être en partie par instinct, peut-être en partie par habitude, mais à l'intérieur se trouvait une carte de visite. Écrit à la main au dos, merci pour le week-end dernier. Fais-moi savoir si Paris est trop petit pour tes secrets. B. Pas de nom de famille, pas de numéro, juste une initiale. J'ai laissé tomber la carte sur la table, j'ai jeté un dernier regard autour de moi et j'ai fermé la porte. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas perdu. Elle avait parié que je ne partirais jamais, que je serais toujours la valeur sûre, l'imbécile avec un cœur tranquille et une menace en l'air. Mais je n'étais plus cet homme-là. Je n'étais pas le plan de secours. L'appartement de Théo n'avait rien d'exceptionnel. Une chambre, un sol qui grince et un canapé qui me donnait mal au dos au bout de 20 minutes. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti humain à nouveau. Il n'y avait pas de traces de parfum dans le couloir, pas de regard nerveux à travers la table du dîner, pas de sourires artificiels forcés dans l'espace entre des commentaires passifs-agressifs, juste le silence. Un silence paisible et sans décoration. Il n'a pas demandé grand-chose cette première nuit, il m'a juste tendu une bière et a allumé le match, même si aucun de nous ne se souciait de savoir qui jouait. Je pense qu'il a compris que le silence n'était pas seulement un réconfort pour moi, c'était la survie. Mais le lendemain matin, alors que j'étais assis dans sa cuisine avec une tasse ébréchée pleine de café tiède, les questions sont finalement arrivées, doucement. Alors, a-t-il dit en s'appuyant sur le comptoir, es-tu prêt à me dire quelle sorte d'enfer t'a poussé à te présenter à ma porte sans prévenir avec une tête de chiot battu? J'ai laissé échapper quelque chose entre un soupir et un demi-rire. Puis je lui ai raconté. Pas tout,
pas encore, mais suffisamment. À propos du café, du calendrier, d'Étienne, des photos, de la carte de quelqu'un nommé B. Du fait que ma femme depuis 7 ans m'avait probablement trompé pendant la majeure partie de ces années. Pendant que je m'accrochais aux soirées en amoureux et aux listes de lecture partagées comme s'il s'agissait de la preuve d'un avenir dont elle s'était déjà désintéressée. Il a écouté. Sans interruption, sans jugement. Quand j'ai eu fini, il a laissé échapper un sifflement bas. « Bon sang », a-t-il marmonné. « Elle t'a vraiment traîné dans la boue. » J'ai hoché la tête, et j'ai continué à la remercier pour le voyage. Théo a secoué la tête, a attrapé une autre tasse et s'est servi un café. « Tu sais quelle est la pire partie ?» a-t-il dit. « Tu espères encore à moitié qu'elle envoie un message qui donne un sens à tout ça. » Et il avait raison. Je ne voulais pas qu'elle revienne, mais je voulais quand même qu'elle dise quelque chose qui assemblerait les pièces en une image qui ne me ferait pas passer pour un idiot, une sorte de récit qui donnerait à ces trahisons l'apparence d'un détour au lieu d'une sortie définitive. Mais cette illusion a été brisée avant même que je quitte l'appartement ce matin-là. Parce que quand j'ai ouvert ma boîte de réception, pas la mienne personnelle, mais le compte d'entreprise partagé dont je n'avais toujours pas été bloqué, j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Une invitation, envoyée accidentellement, probablement par l'un de ces groupes de contacts automatiques. Objet, Chloé et Étienne, cocktail de lancement Nouveau Horizon. Lieu, le toit-terrasse de l'Opéra. Date, vendredi, 19h. Note, rejoignez-nous pour célébrer un nouveau départ avec des amis, des collègues et des opportunités. Ma gorge s'est asséchée. Je l'ai lu 2 fois, puis 3 fois. Un nouveau départ. Je n'avais même pas encore demandé la séparation. Elle était toujours mariée avec moi légalement, émotionnellement, de nom, dans chaque dossier et document fiscal. Et elle organisait déjà des soirées avec lui. Et elle avait l'audace de m'inviter. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était insensé, absurde, comme si j'étais entré dans une version alternative et tordue de ma vie où j'étais la chute d'une blague que personne ne prenait même plus la peine de cacher. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai transféré l'invitation à Théo. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. « Tu y vas ?» J'ai fixé l'écran. Ma première pensée a été « non, bien sûr que non. Pourquoi irais-je m'embarquer là-dedans ?» Mais ensuite, une autre partie de moi s'est agitée, une partie plus petite, plus en colère, plus froide. La partie qui s'était assise en silence dans ce café et l'avait regardé rire comme si je n'existais pas. La partie qui avait lu les courriels d'hommes qui n'existaient dans sa vie que parce qu'elle réécrivait le scénario. Peut-être, ai-je répondu par message. Mais pas pour les boissons. Les jours suivants ont été flous. Chloé a envoyé quelques messages supplémentaires, tous plus frénétiques les uns que les autres. Elle disait qu'elle avait tout réévalué. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle disait qu'Étienne avait signifié quelque chose autrefois, mais plus maintenant. Elle disait que nous avions des racines et une histoire et que peut-être nous avions précipité la séparation sauf que nous ne nous étions même pas encore séparés. C'était sa dernière manœuvre, essayer de se dépeindre comme une femme confuse, dépassée, perdue. Pas trompeuse, juste égarée. Comme si la confusion pouvait expliquer une année entière de mensonges coordonnés et de reçus d'hôtel. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. Théo m'a conduit à l'événement. Je n'avais pas l'intention de rester longtemps. Je voulais juste le voir, la voir, voir à quoi elle ressemblait quand la pièce était pleine et que les projecteurs n'étaient pas sous son contrôle. Le toit-terrasse de l'Opéra était élégant, branché, avec trop de gens tenant des flûtes de champagne à moitié vides et faisant semblant de ne pas se juger les uns les autres. Et elle était là. Chloé, dans une robe argentée que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux rejetés en arrière, arborant ce même sourire répété que je croyais autrefois n'être que pour moi. Étienne était à côté d'elle, suffisant d'une manière que seul quelqu'un qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences peut l'être. Il saluait les gens, posait pour des photos, trinquait. Mais ensuite, elle s'est tournée. Et elle m'a vu. Et pour la première fois, la toute première fois, elle a eu l'air effrayée. Pas confuse, pas coupable. Effrayée. Parce que pour une fois, je n'étais pas là où elle s'attendait à ce que je sois. Je n'étais pas à la maison en train d'attendre. Je n'étais pas blessé et en train de me cacher. J'étais debout à l'autre bout de la pièce,
tenant un verre dans lequel je ne buvais pas, portant l'alliance qu'elle ne m'avait jamais demandé de retirer. Et elle a su. Elle savait que le spectacle était terminé. Elle a essayé de se reprendre rapidement. C'était ce à quoi elle avait toujours été douée, se remettre en mode représentation comme si le fait de me voir à la célébration sur le toit de son partenaire de liaison ne l'avait pas ébranlée jusqu'au plus profond d'elle-même. Mais la peur dans ses yeux a persisté même alors qu'elle souriait faiblement et s'excusait auprès du groupe qu'elle divertissait. Étienne a levé les yeux aussi, son sourire vacillant quand il a réalisé où son attention s'était déplacée. Il a suivi son regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur moi. J'ai regardé la couleur quitter son visage comme un homme réalisant qu'il a laissé la porte arrière grande ouverte et que la tempête est déjà à l'intérieur. Chloé s'est avancée vers moi lentement, ses talons claquant sur le béton poli comme un métronome faisant le compte à rebours de quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais avant qu'elle ne puisse parler, j'ai calmement levé la main, non pas par colère, mais comme si je lui faisais signe de faire une pause. Et elle l'a fait. Juste là, au milieu du toit-terrasse qu'elle avait transformé en son nouveau royaume, elle s'est arrêtée. « Ne fais pas ça, ai-je dit, calme mais ferme. Pas ici. Pas maintenant. » Quelques personnes se sont retournées, me reconnaissant. Des murmures ont commencé. C'était subtil mais indéniable. Une femme du département de conception m'a regardé, puis Chloé, puis Étienne, ses yeux rebondissant comme un flipper, et je pouvais presque voir l'équation se résoudre dans sa tête. Les commérages se répandraient comme une traînée de poudre, et c'était bien le but. Elle a essayé de baisser la voix. « Léo, s'il te plaît, parlons dans un endroit privé. » Je me suis penché très légèrement, juste assez près pour qu'elle sente la chaleur de son erreur lui revenir en plein visage. « Tu as organisé une fête avec l'homme avec qui tu m'as trompé. Tu as envoyé un courriel à la moitié de l'entreprise. Il ne reste plus rien de privé. » Elle a cligné des yeux rapidement, sa confiance fondant à vue d'œil. Étienne s'est alors avancé, comme s'il pensait que c'était son moment de se manifester, d'être son chevalier en armure de lin froissé. « Mec, écoute, a-t-il commencé, en levant les deux mains comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser. Je ne savais pas. Je te l'ai dit. Si j'avais su que vous étiez toujours ensemble, j'aurais. Quoi, les jeux interrompus, en me tournant vers lui. Tu aurais fait quoi? Tu aurais attendu que le divorce soit finalisé avant de coucher avec elle dans une chambre d'hôtel qu'elle a réservée avec notre carte de crédit commune? Il a tressailli à cela. Quelques personnes de plus se sont retournées. Les conversations se sont arrêtées. Les verres se sont figés en l'air. Et puis, pile au bon moment, Théo est entré. Il n'était pas habillé pour la fête. Pas de veste, pas de cheveux gominés en arrière, juste un jean, une chemise noire, et une expression qui disait qu'il n'était là que pour s'assurer que je ne reculerais pas. Il a marché droit vers moi, a posé une main sur mon épaule et a hoché la tête comme si ce n'était qu'un mardi ordinaire. Et puis il a dit la phrase qui a fait éclater le verre au-dessus de chaque cocktail de la pièce. « Alors, c'est pour ce type que tu as jeté ton mariage à la poubelle? » Aïe. On aurait pu entendre une fourchette tomber. Chloé est devenue d'une nuance plus pâle que ce que je pensais possible pour la peau humaine. Étienne a reculé d'un pas, comme si Théo l'avait poussé physiquement. J'ai regardé Chloé dans les yeux, vraiment regardé, et ce que j'ai vu n'était pas seulement de la honte. C'était un effondrement. Elle ne contrôlait plus l'histoire. Elle n'était plus la femme incomprise ou la femme de carrière puissante naviguant à travers des choix difficiles. Elle n'était qu'une femme se tenant dans les ruines d'une vie à laquelle elle pensait pouvoir échapper en trichant. J'ai pris une inspiration. Puis j'ai plongé la main dans ma poche, j'en ai sorti mon alliance et je l'ai posée sur le plateau de coupe de champagne intacte à côté de moi. Tu n'as pas le droit de réécrire ce qui s'est passé, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de recadrer la chronologie ou de changer le méchant ou de me couper de l'histoire. Elle a fixé l'anneau comme s'il l'avait trahi, lui aussi. Léo, attends, a-t-elle chuchoté en s'approchant. Nous pouvons encore parler. J'ai fait des erreurs, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai reculé d'un pas. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de moi, silencieux, fiable, attendant toujours à la maison pendant que tu essayais d'autres vies pour voir si elle t'allait mieux. Sa lèvre a tremblé. Tu ne comprends pas. Je n'essayais pas de te blesser. Et pourtant, ai-je dit, tu as réussi à le faire quand même. Théo, ai-je dit, et je me suis retourné pour partir. Je ne me suis pas retourné.
pas même quand j'ai entendu un verre tomber, pas même quand j'ai entendu quelqu'un appeler le nom de Chloé comme si elle allait s'évanouir. Pas même quand Étienne a marmonné quelque chose dans sa barbe qui ressemblait à des excuses adressées à personne en particulier. En bas, nous sommes sortis dans l'air de la nuit. Il faisait frais, il y avait de la brise, et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, je pouvais enfin respirer. Elle va t'appeler ce soir, a dit Théo alors que nous marchions vers sa voiture. Je sais, ai-je répondu. Tu vas répondre? Je n'ai rien dit pendant un moment. Puis j'ai souri, non pas amèrement, mais paisiblement, et j'ai dit, seulement si j'ai envie d'entendre un autre mensonge. Il a ri. C'est le gars que j'espérais voir apparaître. Je me suis appuyé contre la voiture, j'ai fermé les yeux une seconde et je me suis murmuré à moi-même, elle ne peut plus le réécrire maintenant. Pas avec cette fin. Et d'une certaine manière, c'était meilleur que la vengeance. Cette nuit-là, elle a effectivement appelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a rappelé. Cette fois, elle a laissé un message vocal. J'étais assis sur le canapé usé de Théo, le téléphone vibrant à côté de moi, l'écran brillant avec son nom, ce même nom qui autrefois faisait rater un battement à mon cœur. Maintenant, ce n'était qu'un grésillement de parasites. Je n'ai pas écouté le message. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà comment ça allait se passer. Des larmes, des excuses, des justifications, quelque chose sur la confusion, peut-être une mention de thérapie, possiblement une vague promesse que les choses pourraient être différentes. Mais je n'attendais plus qu'elle change. C'était moi qui changeais. Et j'avais davantage besoin du silence que de sa voix. Dans les jours qui ont suivi, quelque chose en moi a commencé à se calmer. Pas comme de la poussière qui retombe, mais comme des racines qui se plantent. Pour la première fois depuis des années, je me réveillais sans cette pression invisible dans la poitrine, celle qui vous fait douter de votre valeur avant même que vos pieds ne touchent le sol. J'ai marché davantage. J'ai tenu un journal. J'ai appelé ma mère. Je me suis souvenu du son de mon propre rire. Chloé a envoyé d'autres messages. De longs messages, des paragraphes remplis de regrets, de réflexions, de désespoir. Elle disait que la fête était une erreur. Disait qu'Étienne n'était plus dans sa vie, que ce n'était pas réel, quel que soit ce que cela voulait dire. Mais je n'ai pas répondu, parce qu'elle ne comprenait toujours pas. La trahison ne concernait pas un seul homme ou une série de mauvais choix. Il s'agissait d'effacement. Et j'avais passé assez de temps à essayer de convaincre quelqu'un de me voir alors qu'elle avait déjà fermé les yeux. Un après-midi, environ 3 semaines après l'événement sur le toit terrasse, j'ai reçu un courriel d'une femme nommée Romane. Elle travaillait dans le service informatique, c'était quelqu'un que je connaissais à peine. Nous avions dû échanger 5 mots au cours de toutes nos années dans l'entreprise. Elle a écrit, « J'ai vu ce qui s'est passé à la soirée. Je voulais juste dire que vous n'étiez pas invisible. Les gens l'ont remarqué, et j'espère que vous allez bien. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai souri. C'était petit, simple, mais c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me voyait, et pas seulement comme un accessoire de l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette semaine-là, j'ai déposé les papiers du divorce. Pas de drame, pas de fanfare, juste une signature silencieuse par un après-midi silencieux. Je les ai envoyés par la poste, je suis sorti du bâtiment et je me suis tenu sur le trottoir, respirant comme si la ville avait enfin cessé de m'écraser. Et puis quelque chose de surprenant s'est produit. Romane m'a invité à prendre un café. Pas un rendez-vous amoureux, juste un café. Nous nous sommes assis près de la fenêtre d'un café tranquille un mardi pluvieux, le genre de journée que je redoutais autrefois, mais maintenant le bruit de la pluie me semblait réconfortant. Elle a parlé de poésie, de son chien, de sa cuisine affreuse. Je lui ai parlé du canapé de Théo et du lampadaire de travers avec lequel je me battais encore. Nous avons ri. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste honnêtement. À la fin de l'heure, elle m'a regardé et a dit « Vous semblez plus léger ». Et je l'étais. Non pas parce que j'avais trouvé quelqu'un de nouveau, non pas parce que tout était réparé, mais parce que j'avais enfin cessé de porter le poids de la malhonnêteté de quelqu'un d'autre comme si c'était le mien. Des mois plus tard, Chloé a envoyé un dernier message. Elle a dit qu'elle avait entendu dire que j'allais mieux, qu'elle espérait que j'étais heureux, qu'elle se soucierait toujours de moi.